Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Syrah Food Forum, ce Syrah Lyon. On va parler maintenant d'un objet de culture dans tous les sens du terme. On va parler du vin. Le vin, c'est une somme, c'est une équation, c'est complexe. On parle de sol, on parle de terroir, on parle de culture, on parle de vigne. Et en fait, quel que soit l'endroit, quel que soit le cépage, il y a toujours un dénominateur commun, c'est l'homme. Alors, est-ce que le vigneron est un paysan? Est-ce que le vigneron est un artisan? Est-ce que le vigneron est un artiste? On va se poser cette question. On va demander à quelqu'un qui connaît bien l'histoire de trancher. C'est monsieur Gérard Bertrand qui va nous retrouver. Son nom, vous le connaissez sûrement. C'est un grand vinificateur. Il développe depuis 35 ans les activités de son groupe et dans le monde entier. Désormais, on va parler de son berceau, le Languedoc-Roussillon. Et puis, on va voir comment il a fait voyager et développer son savoir-faire dans le monde entier. Donc, artisan, paysan, artiste, il va nous dire. Je vous prie d'accueillir monsieur Gérard Bertrand. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't you know? I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, on va peut-être partir de la vigne, du sol, d'un lieu. Est-ce que pour parler d'un vin, vous en êtes d'accord, il faut déjà parler d'un territoire, d'un quelque part? Est-ce que c'est par là que commence l'histoire? Alors, c'est une question essentielle. C'est que, en fait, pour comprendre le métier de vigneron, parce que je vous ai écouté entre paysans, artisans, etc. Non, mais je vais un peu en parler un peu plus en détail, mais tout démarre bien sûr avec un lieu, c'est-à-dire avec la conjonction entre un terroir, un cépage, un climat et un homme ou une femme qui révèle tout ça. Parce qu'en fait, sans le génie humain, il n'y a rien qui se passe. Mais la seule chose qu'on ne peut pas changer dans un domaine viticole, c'est le terroir. On peut changer la cave, on peut changer les cépages, on peut changer le personnel s'ils ne sont pas en phase, mais le terroir, on ne peut pas le changer. Donc, je dirais que la pierre angulaire d'un projet, c'est le terroir et le climat qui vient bien sûr conforter ce développement à long terme. L'importance de cette pierre angulaire, on le sait, on l'a compris, du coup, c'est capital. J'imagine que la préservation de ce terroir, le fait de prendre soin, tout simplement, de cette nature qui va après nous offrir ce produit qui nous rassemble et qu'on partage avec plaisir, c'est très important. Vous avez cette attention particulière à la notion de préservation de l'environnement, j'imagine? Oui, moi je suis dans ce métier depuis de nombreuses années, puisque j'ai commencé avec mon papa Georges Bertrand à l'âge de 10 ans à faire du vin, à faire les vendanges. Et puis chaque année, surtout, je passais 2 mois dans les vignes pour faire les différents travaux l'été. Et en fait, la terre, elle vous rend toujours ce que vous lui apportez. C'est-à-dire, si vous êtes généreux, si vous êtes dans une démarche où vous l'entretenez, vous prenez soin d'elle, en particulier la vigne, qui est une plante résiliente, ben elle vous le rendra plusieurs fois. Donc en fait, il y a cette démarche-là. Et ensuite, comment révéler le goût de quelque part? Ça veut dire quoi? Quelles sont les caractéristiques principales d'un terroir? Par exemple, quand vous avez du calcaire, quand vous avez du schiste, quand vous avez de l'argile, ben vous avez des réponses et des messages qui sont différents. Ça résonne différemment. Exactement. Il y a une autre notion que j'ai lue dans des échanges ou des articles qui ont été faits sur vous. On parle donc de cet environnement, de cette nature, de la nécessité de la préserver, de faire bien attention à ce qu'on lui offre pour justement bénéficier de cette générosité. Il y a aussi la notion de beauté. Et là, on est dans une autre sphère qui est plus de l'ordre de l'inspiration. La beauté d'un environnement, d'un paysage, en quoi elle vous nourrit, vous, et en quoi, finalement, elle nourrit votre vin, vos vins? Alors, quand on parle de paysage, en fait, et quand on revient à l'être humain, on parle de paysan. Parce qu'en fait, la différence entre un agriculteur et un paysan, c'est que le paysan, il s'occupe aussi des paysages. C'est-à-dire, il ne s'occupe pas que de la chose agricole. Donc, c'est fondamental d'avoir cet œil sur, bien sûr, la biodiversité, c'est-à-dire de pouvoir regarder quels sont autour de la vigne les arbres qui sont là ou qu'il faut planter,
pour développer aussi cette espèce d'écosystème qui fait qu'on aura dans ce monde un peu invisible, ce monde des insectes. Dans le sol aussi, c'est la même chose, puisque nous sommes leaders mondiaux de la biodynamie. Donc, nous avons renforcé ce monde du vivant dans notre écosystème et chaque domaine est une entité. Voilà. Et donc, développer cette biodiversité, ben, ça veut dire d'abord prendre soin des générations futures, laisser un territoire en meilleure santé. C'est pour ça que quand vous arrêtez d'utiliser des intrants chimiques, ben, vous développez, vous stimulez cette vie entre les micro-organismes, les bactéries, qui font que votre sol, ben, sur une couche de 40 ou 50 cm, il va respirer. Et quand le sol respire, ça permet aussi de lutter contre le réchauffement climatique, mais ça permet aussi de manière plus importante de stocker plus de carbone. Parce que quand vous augmentez de 1% la matière organique dans le sol, vous stockez 30 tonnes par hectare de carbone. Donc, des fois, il y a des réponses simples à des problèmes complexes que la viticulture et bien sûr aussi l'agriculture peuvent contribuer pour le futur. Alors, on parle de ces valeurs qui vous animent. Une question peut-être très concrète et peut-être un peu grossière, mais à quoi on pense en premier lieu quand on crée un vin? Une fois qu'on a envisagé ce terroir, ce territoire, c'est un peu simpliste comme question, mais vous, qu'est-ce qui vous anime quand vous abordez un projet? C'est quoi les premières choses qui vous viennent en tête, vos premiers objectifs ou vos premières perspectives? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut tomber amoureux de l'endroit que vous visitez. Et quand on rachète une nouvelle propriété, je dis toujours qu'en 3 minutes, j'ai compris si on allait développer ce terroir ou pas. Donc ça révèle de l'instinct. Ensuite, on passe par une phase qui est l'inspiration. Et ensuite, bien sûr, il faut aller plus loin vers l'intuition ou l'imagination. C'est-à-dire se dire, bon, comment on se projette et qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu? Et quand on dit ça, il faut avoir l'humilité de comprendre qu'il faudra 2-3 ans pour comprendre chaque parcelle de ce terroir. Mais surtout, on a en tête une vision de ce qui va advenir. Et quand, par exemple, je suis arrivé au Clos du Temple, et au bout de 5 minutes, j'ai été sidéré par la beauté du lieu. L'âge des vignes, la rencontre entre le calcaire et les schistes. Et quand vous avez ça, vous dites merci Dieu, mais grâce à Dieu, on a cette nature qui est parfaite. Comment moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice, je vais révéler ce terroir qui n'a pas été encore mis en musique. Vous savez, c'est comme quand vous créez une partition. Et là, en fait, on est dans les harmoniques, on est au-delà de la partition. Vous voyez, on va chercher comment ça peut résonner dans les wine lovers et les gens qui sont friands des belles rencontres. Et c'est ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a fait au Clos du Temple, c'est ce qu'on a fait aussi au Clos d'Ora, où on a révélé des terroirs qui méritaient de l'être et qui nous attendaient quelque part. Là, vous nous parlez de sensations, vous nous parlez presque de sentiments. Est-ce que vous, étant donné votre expérience et la vision que vous avez quand vous rencontrez un terroir, vous pensez aussi à des choses concrètes? Typiquement, j'imagine que selon le nombre de parcelles, le projet que vous pouvez avoir en tête, on n'imagine pas le même vin selon la production, l'ampleur de la production qu'on envisage. On ne produit pas un vin avec une quantité peut-être confidentielle comme on produit un vin qui est appelé à être consommé plus massivement. Est-ce que vous pensez à ces choses-là tout de suite? Oui. Alors, d'abord, il faut aussi quand même un peu d'expérience, n'est-ce pas? J'ai quelques cheveux blancs qui font que, vous savez, dans le vin, on récolte qu'une fois par an. Donc, en fait, chaque année, on s'améliore. Et quand on a quelques cheveux blancs, ça veut dire qu'on a quelques décennies d'expérience. Et donc, quand on a un peu parcouru le monde comme je l'ai fait, regardé un petit peu ce qui se passait dans le monde, et puis surtout avoir fait le tour aussi des plus grands vignobles français, ça permet aussi, dans sa propre région, de se dire on va garder vraiment les origines, la tradition, et on va aussi apporter une touche innovante, c'est-à-dire n'ayons pas peur. Quand on a voulu créer le meilleur rosé du monde, on s'est dit on part de ce terroir et on va révéler urbi et orbi qu'est-ce que c'est qu'un grand rosé. Et un grand rosé, ce n'est pas uniquement le goût, ce n'est pas uniquement le plaisir, c'est aussi l'émotion, c'est aussi le message du terroir qu'on va pouvoir délivrer. Donc aller plus loin, et aller plus loin, c'est aussi passer par un vin de garde. Et faire un vin de rosé de garde, ce n'était pas dans les standards
de ce qui se pratique aujourd'hui. Et là, on a dit, nous, on va faire un rosé qui va pouvoir se boire aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc c'est aussi le temps qui donne ce relief à une expérience personnelle et collective. Quels sont les leviers, si on devait les expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce métier-là? Quels sont les leviers qui sont à votre disposition quand vous découvrez des parcelles, que vous vous appropriez un terroir et que vous envisagez d'en faire un vin? Vous allez jouer sur quoi? On a parlé du temps, ça va être un facteur clé tout au long du processus. Mais en gros, si on doit répartir les quelques étapes et les leviers qui sont à votre disposition, on parle de quoi? En fait, on peut raconter la plus belle histoire qu'on veut. Tout dépend si on veut juste écouter le message ou si on veut être un acteur de ce changement. Donc, celui qui veut écouter une histoire, on va attendre d'avoir révélé ce vin, de l'avoir mis en bouteille, de le lui servir dans les meilleures conditions possibles pour qu'il écoute cette musique du terroir. Mais celui qui veut faire part de l'orchestre, si vous voulez, c'est encore autre chose. Parce que là, il faut qu'il fasse ses classes quand même. On ne va pas prendre quelqu'un pour jouer dans notre orchestre symphonique avec quelqu'un qui démarre la musique. Donc il va falloir qu'il ait un peu d'expérience, vous voyez. Donc en fait, on peut s'adresser de manière différente à un public très différent, mais le plus important, ce n'est pas l'intelligence. Le plus important, c'est l'émotion qu'on va ressentir quand on va être en face du produit, dans ces accords aussi mets et vins qu'on peut sublimer. Et c'est là où on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand on a cette émotion-là, ben on s'en souvient toute sa vie. On se souvient quel vin on a bu, avec qui on l'a bu, qu'est-ce qu'on a mangé avec. Et ça reste gravé parce que ça n'arrive pas tous les jours. C'est ça qui est important. C'est ça que vous poursuivez, vous, en tant que créateur, parce que vous créez, on va en parler, après on va parler des assemblages, pardon. C'est cette finalité, cette émotion que vous allez offrir, ce partage, parce que le processus, il est long avant d'arriver à ce moment où on est à table et où on se souviendra toute sa vie de ce repas. On sent que c'est quelque chose qui vous parle et que c'est un peu une finalité à tous les gestes. Oui, parce que sublimer notre métier, c'est aller au-delà de la pratique agricole ou viticole, d'accord ? Sublimer notre métier, c'est de dire on est des metteurs en fête. Voilà. Et oui, et c'est ça. En fait, on est là pour rendre les gens heureux. Et les gens ne s'en aperçoivent pas, mais dès qu'on ouvre une bouteille, qu'on sert un verre de vin, l'ambiance change. Ça crée du lien social. Et les gens arrêtent de se disputer, ils commencent à discuter. Vous voyez la différence entre dispute et discute. Voilà. Et quand on commence à discuter, c'est la porte ouverte pour la rencontre. Donc c'est pour aller plus loin et c'est là où vous reveniez vers les sentiments, que ce soit des sentiments d'amitié ou d'autres. Mais autour d'une bouteille de vin, on peut sacraliser ces instants-là. Vous parliez tout à l'heure du temps, et là on parle de cette finalité, de ce moment de partage, le temps du vin et celui que vous envisagez, par exemple, quand vous parliez du rosé, quand vous parliez du fait d'avoir des vins de garde, qui décide du temps qu'on va donner au vin? Est-ce que c'est la vigne ou est-ce que c'est vous, le vigneron? En fait, ça dépend dans quel espace de vibration on est, parce qu'en fait, le temps, ça ne veut rien dire le temps, c'est une invention humaine, vous savez, fondée sur le cycle des astres. Il ne faut pas oublier qu'il y a 500 ans, ils n'avaient pas de montre, n'est-ce pas? Donc on vivait avec le soleil. Donc aujourd'hui, on a l'air d'être toujours pressé, mais vous l'avez certainement tout observé, c'est que dès que le temps est suspendu, c'est là où commence l'aventure. Et en fait, c'est toujours entre la poire et le fromage que les plus belles révélations se font. Donc il y a des périodes, et dans un déjeuner ou dans un dîner, on sent bien cette montée en puissance comme ça. Voilà. Et quand il y a des vins qui sont des vins de mémoire, là on rentre dans une autre dimension, c'est-à-dire des vins qui ont 10, 20, 30 ou 40 ans, et qui ont déjà imprimé leur marque et qui impriment aussi l'empreinte du millésime. Voilà. Et cette empreinte du millésime qui a été sublimée par différents écrivains, que ce soit Rabelais ou d'autres, elle est là pour donner du sens à la vie, quoi. C'est ça qui est important. Et le vin, c'est ça. Le vin, ça transcende. C'est une expérience transcendantale.
je vous écoute, je trouve ça très beau et très poétique pour le coup. Mais dans cette idée-là, si on doit parler de création, vous, il y a quelque chose que vous connaissez par cœur, c'est cette notion d'assemblage. Et là, comme on est dans cette poésie-là, là, il y a quelque chose qui touche à la sensibilité, à une fibre. Et on se disait en début, est-ce qu'on parle de paysans, est-ce qu'on parle d'artisans, est-ce qu'on parle d'artistes? Est-ce que vous pouvez décrire, les gens doivent savoir un petit peu de quoi ils retournent, mais de quoi on parle quand on parle d'assemblage? Ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi? Comment on définirait ça? Vous avez dit deux choses. D'abord, vous avez dit l'assemblage et puis vous avez dit l'art de l'assemblage. Donc, dans l'art, il y a l'artiste, il y a l'artisan. Comme disait saint François d'Assise, l'artiste, il travaille avec la main et le cœur, et l'artisan avec la main, avec le cœur et avec la tête. Donc forcément, l'artisan, il va plus loin. Et l'assemblage, c'est une ascèse. En fait, vous êtes dans un certain état de vibratoire et vous êtes obligé d'être aligné, c'est-à-dire, on ne peut pas faire un grand assemblage si on a mal dormi ou si on a trop mangé la veille, etc. Donc, il y a une certaine forme de discipline qui fait que quand vous arrivez devant vos bouteilles, avec vos équipes, parce que pour assembler, il faut être au moins 3, c'est la trilogie, parce que tout seul, on ne peut pas atteindre cette forme de quintessence. Et donc, on arrive avec 30 bouteilles différentes pour faire un vin. Donc, on a des milliards de possibilités. Donc, d'abord, il faut se remémorer le millésime. Ensuite, il faut goûter chaque parcelle. Et ensuite, il faut imaginer dans sa tête, par rapport à notre ressenti, au vécu du millésime, comment on va faire l'assemblage. C'est là où ça prend une dimension artistique. C'est que... Là, vous devenez un compositeur. Oui, parce qu'en fait, si on n'a pas été pendant les vendanges, si on n'a pas été un artisan des vendanges, il manque un morceau. Si on a circulé dans les vignes, si on a décidé de la date des vendanges, on a goûté les raisins, on a compris l'empreinte du millésime, on va pouvoir se projeter. Et souvent, l'assemblage, il est intéressant quand il est issu de 4, 5 cépages différents. Parce que là, on est vraiment dans une sorte de sublimation. Il faut aller capturer le meilleur de chaque cépage, en sachant que ce n'est pas toutes les meilleures parcelles qui vont donner le meilleur vin. Il y a parfois des complémentarités qui font que si vous avez que des cépages un peu musclés, ça ne va pas le faire. Il faut arriver à trouver cette espèce d'harmonie et de répartition. Donc on y va un petit peu à tâtons. Et puis après, nous, on a quelques secrets de fabrication qui font que, de temps en temps, on peut accélérer un peu parce qu'on a trouvé, c'est comme quand vous avez un puzzle ou c'est comme quand vous bâtissez une pyramide, vous savez. Les fondations sont essentielles. Quand vous avez trouvé, entre guillemets, la poutre du vin et que vous avez trouvé la colonne vertébrale, ce vin qui va, cette parcelle qui va tout relier. Après, on façonne. À côté, voilà, vous mettez du sel et du poivre, vous façonnez et vous expérimentez. Et puis, tout d'un coup, vous dites, ça y est, ça peut arriver au bout de la première séance ou des fois 4-5 séances. Et vous dites, ça y est, là, j'ai l'équilibre parfait. Et là, ce sentiment, c'est quoi? Parce que le là, moment que vous décrivez, là, il a l'air dingue. C'est l'extase. C'est une forme de jouissance. C'est-à-dire, là, vous êtes là et vous dites, ça y est, on a capturé l'essence du millésime. On l'a révélé, on l'a sublimé. On va pouvoir l'élever maintenant, parce qu'il faut l'élever, que ce soit en barrique ou en cuve ou en jarre. Et ensuite, après, la mettre en bouteille. Voilà. Mais quand on a fait l'assemblage, je dirais que l'alpha et l'oméga sont là. Il suffit juste après d'apporter un petit peu, d'avoir du temps, finir le cycle d'élevage. Et ensuite, nous, avec la biodynamie, on travaille les jours fruits ou les jours fleurs. Donc, on va essayer de chercher cette forme de quintessence aussi. Une quête d'absolu. Ouais, mais alors là, on se parle de choses qu'on a en soi, qui résonnent en vous. Là, on parle de l'intime, parce que définir un bon assemblage, j'imagine, c'est impossible. Là, vous êtes en train de parler de quelque chose, d'une vibration, de ce moment où on enlève le pinceau de la toile et on se dit, c'est fini. C'est pour ça que, au niveau du groupe Gérard Bertrand, quand je travaille avec mes équipes, parce que c'est d'abord un travail d'équipe, bon, ce n'est pas une option. Le but, c'est de naviguer entre très bon, excellent
et exceptionnel. Je m'explique. Entre très bon et excellent, le vigneron, il a rempli sa mission, surtout s'il est dans l'excellence. Exceptionnel, ça n'a rien à voir avec l'être humain, ça n'a rien à voir avec le vigneron, ça a simplement à voir avec une chose, c'est le temps qu'il a fait pendant les vendanges. C'est-à-dire que le millésime 2022, qui est un millésime exceptionnel en Languedoc, du 10 septembre au 15 octobre, on a eu un temps merveilleux, avec du vent du nord, donc pas d'humidité, avec un soleil qui était là, et tous les jours on se disait, bon, on y va aujourd'hui ou on ira demain, donc, et on a le temps long devant soi. Donc là, quand vous avez juste que les feuilles à enlever, que vous n'avez rien à trier, vous dites Alléluia, parce que c'est formidable. Donc ça, on peut arriver dans cette dimension exceptionnelle qui fait que les collectionneurs qui le savent seront les premiers à pouvoir acheter des millésimes de l'Hospitaller, de Villemajou, d'autres vins pour dire réservez-moi quelques bouteilles parce que je veux ce millésime-là. Est-ce que, comme on parlait de ce travail de composition, d'assemblage, de cette magie-là, souvent on entend les chefs parler de la composition de leurs plats et faire appel à cette notion de bibliothèque de saveurs, de bibliothèque de goût qu'ils ont en tête. Ils sont capables souvent de penser un plat depuis leur lit, dans un fauteuil, dans un train. Ils sont capables de ça. Est-ce que vous, avec le vin, vous avez ce même répertoire? Est-ce que vous êtes capable de penser les cépages, d'imaginer en voyant des parcelles qu'est-ce qui pourrait matcher sans être face au vin en lui-même ou face à l'assemblage qui vous est proposé? Non. Quand je dis non, c'est que, en fait, c'est un métier où le chef, lui, il peut, dans sa tête, créer une nouvelle recette, alors que nous, au contraire, on est dans une forme de transmission et de temps long. C'est-à-dire que ce qui ne va pas changer, c'est votre matériel végétal. Donc, ça veut dire que quand on plante une vigne, ce n'est pas pour soi, ce n'est pas pour ses enfants, c'est pour ses petits-enfants. Donc, on a aussi cette dimension et cette projection sur le très long terme. Donc, d'abord, nous, on part du terroir, de la terre, et il faut aussi se rappeler que, en fait, la fermentation, c'est une forme de transmutation. Donc, quand vous avez un raisin, ça n'a pas de goût, un raisin, sauf le muscat, sinon ça n'a pas de goût. Mais après fermentation, vous révélez les arômes de fruits, de végétaux, et donc vous avez cette palette aromatique qui est différente chaque année. Différente chaque année. Donc, on tient compte de ce travail du millésime. Par contre, là où ça peut me réveiller, c'est qu'une fois que je suis sûr qu'on a fait le meilleur assemblage possible, je peux me réveiller avec un doute. Et là, ça peut m'angoisser, c'est-à-dire je me dis, dépêche-toi d'aller dans la salle de dégustation parce qu'il y a peut-être un truc à revoir. C'est très rare, ça m'est arrivé une ou deux fois. Et est-ce que le doute est toujours vrai? Moi, souvent, je me dis ça. Dans mon métier, je me dis, s'il y a un truc c'est qu'il faut... Souvent, quand on a, comme ça, en pleine nuit, on a une forme de message qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc, il faut en tenir compte. Ouais. Bon, on arrive à la fin du chrono. Je voulais vous remercier de cet échange et de cet échec aussi, parce que on était parti pour savoir si vous étiez un paysan, un artiste, un artisan. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse trancher. Non, les trois à la fois, monsieur, et David, et j'ai rajouté que j'étais aussi un metteur en fête. Et ça, c'est important, parce que en fait, il ne peut pas y avoir de vigneron triste. Parce qu'en fait, si on veut faire un grand vin, et si on veut faire passer un message, ça vient du cœur, et donc cette intention qui vient du cœur, elle est sublimée si vous êtes dans un état aussi vibratoire et si vous êtes heureux. Si vous êtes triste, votre vin il va vous ressembler. Donc voilà, donc on n'arrive pas à l'apogée si on n'a pas cette forme de joie intérieure qui permet de sublimer tout le reste. Eh ben merci beaucoup pour cette générosité et cette poésie. Merci à ceux qui étaient là, merci à ceux qui nous ont regardés derrière leur écran et qui pourront nous retrouver aussi en replay. Merci à tous, merci Gérard Bertrand, merci beaucoup.